Bonjour Pierre Nazet. Bonjour Gilles. Avant de commencer cette toute nouvelle chronique, moi je voulais dire merci à tous ces gens qui nous disent merci sur les réseaux, sur la page Facebook qui s'appelle Saint-Étienne avec le cœur. Et tous ces merci, ils sont pas tant nombreux que ça, mais il y en a beaucoup et ça fait vraiment plaisir de voir que tout ce qu'on fait, ben, finalement c'est lu et c'est écouté. Donc merci à vous tous. On commence aujourd'hui avec une histoire un peu particulière. Il s'agit des martyrs de Vingré. Qui sont les martyrs de Vingré? Et puis je vous vois à côté de vous, là vous avez un gros bouquin. Qu'est-ce que c'est? Alors, il s'agit d'un bouquin de recueil de lettres de poilus. Ça s'appelle Les Violettes des tranchées. Alors, l'homme qui l'a écrit n'aimait pas la guerre. Remarquez, il n'était pas le seul. Un peu son parti de gaieté de cœur. Mais lui, il a écrit profondément cette haine de la guerre. En plus, il avait une très belle plume. Donc, je conseille à tous ceux qui sont un peu passionnés par les correspondances de poilus d'aller jeter un œil aux violettes des tranchées. C'est un recueil des lettres qu'ont écrit donc les poilus. Un seul Voilà, poilu. un seul poilu. Donc c'est toutes ces lettres. Il est donc en rapport avec notre chronique aujourd'hui, puisqu'on parle des martyrs de Vingré. Eh oui, la rue des Martyrs de Vingré. Alors, c'est une des rues piétonnes, agréables de Saint-Étienne. Il fait bon y flâner, les boutiques sont bien achalandées, elles vous font de l'œil, les restaurants vous invitent au farniente, et on dit même qu'elle a été une des rues coquines de Saint-Étienne. Mais alors, qui sont ces martyrs qui ont donné leur nom à la rue? Eh bien, ils sont 6. 6 victimes, le 4 décembre, de la justice militaire. Alors Clémenceau disait qu'il suffisait d'ajouter militaire à un mot pour lui faire perdre sa signification. Ainsi, la justice militaire n'est pas la justice, la musique militaire n'est pas la musique. Et l'histoire de ces 6 hommes en est une parfaite illustration. Et pour bien resituer l'époque, on est le 4 décembre 1914. On est le 4 décembre 1914. Donc cette affaire, elle démarra sur un rien. Absolument. Nous sommes au départ le 27 décembre et le 298e régiment d'infanterie a pris position au nord du village de Vingré. Donc vous voyez déjà d'où vient le nom. Dans l'Aisne. Exactement. Lors d'une attaque, comme il y en a eu des milliers au cours de la guerre de 14, les Allemands enlèvent un poste de première ligne et font prisonnier une dizaine d'hommes qui l'occupaient. 2 autres escouades menacées refluent vers l'abri du chef de section, le sous-lieutenant Polo. Retenez bien ce nom. Il donne l'ordre de reprise et on va occuper la tranchée de résistance. Le commandant de la compagnie, le lieutenant Paupier, reproche alors à Polo d'avoir abandonné son poste et lui ordonne de ramener ses hommes en première ligne. En voilà du joli, en avant. L'incident aurait été banal, à peine 100 mètres de terrain perdu et repris aussitôt. Mais donc cette affaire finalement, elle va prendre de la grosseur. Eh oui, mais il faut se remettre dans le contexte pour bien comprendre. Tout au long de la guerre, la hantise des autorités civiles et militaires, autant que l'ennemi, c'est la désobéissance et la désertion. Donc l'affaire va s'emballer. L'officier commandant de la section rédige son rapport et il explique qu'il a dû user de toute son autorité, appuyée par celle du lieutenant Paupier, pour faire remonter ses hommes et occuper la tranchée. À l'état-major, l'occasion de faire un exemple est saisie. Le général de Villaret, commandant du 7e corps d'armée, fait traduire 24 soldats devant le conseil de guerre sous l'inculpation d'abandon de poste devant l'ennemi. Des directives sont données au conseil de guerre par le général lui-même pour aider, selon lui, les autres combattants à retrouver le goût de l'obéissance. Il importe que la procédure soit expéditive pour qu'une répression immédiate donne, par des exemples salutaires, l'efficacité à attendre d'une juridiction d'exception. Les 2 escouades qui ont momentanément abandonné leurs tranchées
sont alors prévenues qu'elles ont commis un abandon de poste en présence de l'ennemi. Lors de l'enquête sommaire, les soldats indiquent avoir reculé sur ordre du sous-lieutenant Polo. Mais celui-ci soutient n'avoir jamais donné cet ordre et accable les 24 soldats. Au départ, on évoque une sanction de 8 jours supplémentaires en première ligne. Très bien, mais c'est toute l'absurdité de la guerre, j'ai envie de dire. Oui, mais cette sanction, qu'on supposait légère, va vite être transformée. Comme le général tient à tout prix à faire un exemple, il lui dit qu'il souhaite voir des soldats impliqués fusillés. Le 3 décembre, le Conseil de guerre tire au sort 6 hommes qui seront fusillés le 4 décembre 1914. C'est assez incroyable à rentrer dans cette histoire, j'ai envie de vous dire, parce que on a l'impression qu'on est là pour une broutille. En plus, c'est des gens qui ont exécuté des ordres, finalement. Et finalement, encore une fois, les chefs se défaussent sur les petits bras, comme on dit d'aujourd'hui, hein, les petites mains, les premières lignes. Exactement. Et ces 6 hommes, on peut les citer. Hein, Jean Blanchard, né à Ambière. Ambière, qui se trouve dans le Rouennais. Dans le Rouennais. Oui. Francisque Durantet, cousin germain de Blanchard, lui aussi d'Ambière. Paul-Henri Floch, de Breteuil dans l'Eure. Pierre Guay, de Tréteau dans l'Allier. Claude Pételet, de l'Allier aussi. Et Jean Guinaud, également originaire de l'Allier. Ces hommes sont donc morts pour rien et par hasard. J'ai envie de vous dire que le hasard, là, c'était un tirage au sort. Le hasard était un tirage au sort. Mais ils ne sont pas seuls. En février 1919, les veuves des soldats Blanchard et Durantet entreprennent les premières démarches pour leur réhabilitation. Ils écrivent d'abord au docteur Laurent, député de Roanne, mais c'est avant tout l'acharnement et la détermination de Claudius Lafloc, un simple employé de banque, qui permet de faire avancer la requête. C'était un ancien du 298e. Voilà. Ça a peut-être aussi un peu son importance. Exactement. Il a vu probablement de ses yeux le tirage au sort et la fusillade. Donc, rassemblant de nombreux témoignages, à l'aide d'un avocat, le ministère, mis sous pression, finit par accepter la révision du procès. L'audience de la Cour de cassation a lieu le 30 novembre et le 1er décembre 1920. Le verdict est rendu en janvier 21. Il casse le jugement de 1914 et rétablit les familles des fusillés dans leur plein droit, y compris le paiement des arrérages de pension. Alors, parmi les fusillés, donc on l'a cité, figurait Jean Blanchard, dont la lettre à son épouse nous est parvenue. Vous la trouverez sur le site de Gilles Charles. Moi, je voulais vous poser 2-3 petites questions. Je ne sais pas si vous avez les réponses. Est-ce que la rue des Martyrs de Vingré, c'est une rue qu'on retrouve dans plusieurs villes de France? Ou c'est seulement à Saint-Étienne? Honnêtement, je n'ai pas vérifié. Et qui a décidé, comment on fait pour dire, finalement, cette rue, elle s'appelle la rue des Martyrs de Vingré? C'est quelqu'un qui a été sensible à cette histoire, qui a dû appuyer le sujet? Je suppose, de toute façon, la dénomination des rues est une prérogative de la municipalité. Donc c'est une municipalité stéphanoise qui a décidé, en quelque sorte, d'honorer ses morts en leur donnant le nom d'une rue. Alors pour revenir à un peu plus de légèreté, on va conclure avec une question qui m'amuse finalement. Vous avez parlé en préambule des rues coquines de Saint-Étienne. Est-ce que nous allons avoir le plaisir d'avoir une chronique sur cette rue coquine dans les semaines qui viennent? Pourquoi elle a eu cette légende? Parce que je me rappelle qu'enfant et ado, tout le monde parlait de la rue des Martyrs de Vingré en nous parlant de dames un peu aguicheuses, comme on disait. Voilà, bon, pourquoi pas? On a fait le tour de ces Martyrs de Vingré, on leur témoigne tout notre respect. Oui. On les salue puisque on ne peut pas faire beaucoup plus et on voit encore une fois l'absurdité de l'humain, de la guerre et des ordres militaires. Bravo Gilles, bien conclu.